Et si on pouvait à nouveau se réjouir du futur? Je suis Grégory Pouy et sur ce podcast, je reçois des penseurs, des chercheurs, des créateurs qui m'aident à voir le monde autrement et à retrouver l'envie d'y aller. Pas avec un optimisme naïf, mais pas non plus avec un fatalisme résigné, mais avec lucidité et avec élan. Allez, bienvenue sur Vlan. Mais on a tous des valeurs d'amitié, d'amour, ce qui nous constitue. On a essayé de les mettre de côté depuis 3 siècles, mais c'est pas la nature humaine. Et donc réinventer ces valeurs humaines, en vérité, je pense que c'est bon pour toute la société. Dans cet épisode, je reçois Frédéric Semama, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'énigme de l'inaction climatique. Sur un problème où tout le monde est au courant, qu'on a créé et qui de masse, pourquoi diable on n'arrive pas à se mettre en mouvement? Frédéric, c'est une personne assez particulière qui est publicitée par plusieurs prix Nobel pour son ouvrage et tout ce qu'il a fait professionnellement, alors qu'il travaille dans la finance. Ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi, malgré l'énormité du danger climatique, on n'arrive pas à bouger. Parce qu'on a voulu détendre le lien social, donc c'est foncièrement égalitaire, mais en cas de problème, il n'y a plus personne, et donc il n'y a plus de devoirs, on ne demande que des droits. J'essaye autant que je peux de le déstabiliser et de le challenger sur sa manière de voir le monde. L'intellectuel qui analyse, tout d'un coup face à un enjeu moral, dit ce n'est plus optimisme, pessimisme, quelle est la probabilité, je dois agir. C'est l'action qui doit prévaloir. On va parler de plein de choses, y compris de neurosciences, d'économie et surtout de philosophie. Une discussion un peu intense, mais que je vous laisse écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Grégory. Comment tu vas? Très bien. Nickel. Dans ton bouquin, tu utilises beaucoup d'images, beaucoup peut-être d'anecdotes. Il y a une anecdote sur comment il s'appelle, Agassi, que j'ai trouvé hyper intéressante parce qu'en plus ça parle, enfin je sais pas si ça parle à tout le monde, ça parle aux gens de ma génération. Agassi, c'est pas impossible non plus. Tu peux nous raconter cette anecdote et qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de climat? Ça peut sembler un peu étrange d'aller sur le tennis, mais alors, effectivement, j'ai dû rajouter d'abord une footnote pour rappeler à tout le monde que c'était un joueur de tennis des années 90. Ce que m'a dit mon éditeur en me disant, tu sais quoi, en fait, là, tu parles à ta tranche d'âge, mais voilà. Agassi, joueur de tennis incroyable, avec une coupe de cheveux de folie et toujours des fringues super fluo. Il se faisait beaucoup voir sur les cours. Absolument. Et donc, c'était un joueur formidable, numéro 1 mondial et ainsi de suite. Ouais. Et arrive Boris Becker. Et Boris Becker a un service incroyable et se met à battre André Agassi. Bon, donc là, c'est la vie du sport et ainsi de suite. Mais André Agassi va faire un truc assez étrange, c'est qu'il va commencer à se mettre au milieu de la foule pour observer le service de Boris Becker. Donc concrètement, il est parmi les spectateurs et observe. Et là, il observe un truc très marrant, c'est que Boris Becker, quand il veut servir à l'extérieur, tire la langue à l'extérieur, et quand il veut servir au T, le croisement des deux lignes, met la langue tout droit. Et donc tout d'un coup, André Agassi a un indice sur où va aller la balle, et comme le service va à une vitesse incroyable, ce petit indice lui permet de décrypter, et donc tout d'un coup de battre Boris Becker. Alors pourquoi et l'anecdote que André Agassi raconte lui-même, c'est que Boris Becker n'était pas au courant fou, et qu'il attendra la fin de leur carrière respective pour lui raconter que machin, et il dira Boris Becker tombera de sa chaise parce qu'il avait dit à sa femme, je ne comprends pas comment ce André Agassi lit mon service. Ben parce que, mon garçon, tu sortais la langue de façon comme un indice pour savoir où t'allais servir. Incroyable. Alors pourquoi j'utilise cette anecdote ? Oui. Parce qu'elle illustre de façon très concrète comment fonctionne notre cerveau. Et quand je dis ça, c'est ce qui est en train d'être enseigné au Collège de France. Donc vraiment la science la plus... Le top du hip-hop. De la recherche scientifique, exactement. En accès libre pour tout le monde. Au Collège de France, Stanislas Dehaene, qui dirige la chaire de sciences cognitives, dit « La révolution que l'on a dans les sciences cognitives actuelles, c'est de comprendre que notre cerveau passe son temps à faire des modèles de comment fonctionne le monde en fonction de signaux. » Et alors, un exemple encore plus simple,
et on reviendra à Boris Becker et André Agassi, quand tu étais bébé. C'est il y a longtemps. Hier, tu as observé un truc très très bizarre. Tu étais à la table de cuisine avec les parents et tu observais que les objets, pour bouger, il fallait les toucher. Ouais. Voilà. Autrement, l'objet ne bougeait pas tout seul. Bon. Sauf, exception, quand l'objet était au bord de ce qui plus tard s'appellera une table, là, tout d'un coup, l'objet, parfois, se mettait à voler, verticalement. Vers le bas. Vers le bas. Jamais vers le haut, jamais latéralement, mais les objets volaient. Donc toi, bébé, t'étais dans le monde d'Harry Potter. Ouais. Ce qui veut dire quoi ? Je vais pas être trop long. Et puis à un moment, t'as dit, bon, ok, les objets volent. T'as codé une loi à partir d'observation. Et on passe notre temps à faire ça et à mettre à jour nos modèles si on a une nouvelle observation. Si maintenant on revient à André Agassi et Boris Becker, il a observé que quand Becker tirait la langue sur le côté, le service allait à côté, il en a fait un modèle, et à partir de là, quand il y avait un nouveau signal, il savait où le joueur de tennis allait mettre son service. Et toi, bébé, il y a un moment où tu comprends que les objets vont tomber, et donc plus tard, tu pourras mettre la main pour les attraper. Exactement. Surtout quand c'est des verres. Surtout, et que maman commence, ou papa commence un peu à criser, parce que ne comprend pas pourquoi tu as poussé le verre et que tu n'as pas compris qu'il allait tomber. Donc, pour faire une longue story short, c'est on passe notre temps à observer et à en tirer des lois. Maintenant, troisième exemple, après le bébé Boris Becker, si tu mets un rat dans un labyrinthe avec un morceau de fromage, tout d'abord, le rat se paume, il n'y a pas de loi, il ne sait pas où est le fromage. Bon. Ensuite, le rat commence à dire droite, gauche, fromage, commence à faire une loi, ouais. Et arrive le moment où le rat va dire droite, gauche, il y a du fromage, c'est bon, j'ai mon modèle. Et pourquoi c'est passionnant ? Parce que ça correspond à sa motivation, le fromage, c'est simple et c'est exact. Et alors tu m'as dit, pourquoi est-ce qu'on parle de ça avec le climat ? Parce que la grande théorie du livre, c'est qu'on aurait eu des moments fromage, comme le rat, dans l'histoire de l'humanité. Donc il y a des moments où on s'est dit, ça c'est le meilleur chemin pour arriver à ce que je souhaite. Ouais. Et en particulier, tu fais référence, si je me trompe pas trop, à la socialisation, à nos modèles de fonctionnement communs depuis la nuit des temps. En particulier, ça a commencé par la parole, le commerce, etc. Si je me souviens bien, il y a 3 grands modèles, en tout cas 3 grandes périodes, pas 3 grands modèles, mais 3 grandes périodes. Tu peux nous les rappeler et nous expliquer où on en est aujourd'hui ? Alors, c'est vraiment ces moments fromage que j'essaye de décrire, donc de relire l'histoire, en effet, de l'humanité avec cette grille de lecture. Alors, pour commencer par les 2 premières, la troisième un petit peu compliquée, mais les 2 premiers moments fromage, ça serait... Moment fromage, exactement. C'est pas dire qu'on est des rats dans un labyrinthe, mais un petit peu de... Voilà. Moment fromage, c'est de dire l'agriculture et la science moderne. Ouais. Il y a 10 000 ans. 10 000, 15 000 ans. Exactement. Et là, il faut se remettre dans la situation. On était tous animaux parmi les animaux. Okay, et tout d'un coup, on commence à savoir faire grossir des plantes, du blé au Moyen-Orient, du riz en Chine. On domestique les animaux et ainsi de suite. On accède à un immense morceau de fromage. Mais c'est une révolution pour l'humain. Alors, et ça se continue avec la science moderne, qui est la continuation de ce moment de contrôle de la nature. Donc on était animal parmi les animaux, on se met à contrôler la nature. Comment est-ce qu'on sait que ça nous a transformés psychiquement ? On a... Il y a un livre que j'aime beaucoup qui montre l'évolution de nos représentations rupestres. La façon de savoir à quoi on pensait, c'est de regarder ce que nos ancêtres dessinaient. Oui, a priori. Quand on y pense, on se dit oui, ça make sense. Oui, ça c'est oui. Voilà, ça make sense. C'est cohérent. Exactement. Et là, c'est fascinant parce que avant l'agriculture,
Nos ancêtres dessinaient beaucoup d'animaux, surtout des animaux, des femmes et très peu d'hommes. Ok. Après l'agriculture, ce sont des animaux morts. Ça y est, on les contrôle. C'est plus nous parmi les animaux, c'est ok. Les femmes ont disparu. Et ce sont des hommes en position de force avec des archers. Ouais. Et donc c'est de dire, voilà, on a transformé. Au même moment, on invente la verticalité. Pourquoi ? Parce qu'avant, on était dans une relation très horizontale avec les animaux, leur pouvoir, et ainsi de suite. Tout le monde a la même chose. Et tout d'un coup, on dit non, il y a une force supérieure. Cette force supérieure, on aimerait bien qu'elle nous aide à contrôler la nature. Donc on invente le sacrifice, qui n'existe pas dans les sociétés non agricoles. Pourquoi ? Parce que si je fais un sacrifice, je fais un don. Et quand tu fais un don, tu attends un retour, contre-don, et qui sera sous forme de fourrage pour le bétail, d'eau, et ainsi de suite. Donc la société se verticalise, passe vraiment dans une logique de contrôle, et on le voit, encore une fois, avec les représentations rupestres. On accélère, 10 000 ans plus tard, il y a à peu près la même révolution avec la science moderne, où jusqu'au Moyen-Âge, nos ancêtres contemplaient la nature, et là vont se mettre à se dire, avec Galilée et ainsi de suite, on peut la mathématiser, et on arrive à Descartes qui dit, au fait, on n'est pas simplement en contrôle, on est en possession de la nature. Donc ça, c'est le premier gros morceau de fromage, j'accède aux ressources naturelles. Maître et possesseur. Voilà, de la nature. Le deuxième grand moment fromage, d'après moi, c'est le néolibéralisme. Ah oui, donc c'est bien plus tard, c'est 1970. Oui, alors là aussi, c'est sur des ça commence avec le capitalisme, oui. Sur lequel on pourra revenir, parce que c'est passionnant, c'est pourquoi est-ce qu'on a inventé le capitalisme, qui est une histoire... Comment tu définirais le capitalisme ? Alors, je peux le définir par son objectif. Là-dessus, il y a un auteur. Mais est-ce que je peux répondre d'abord à la deuxième? Vas-y. Non, vas-y, continue. Et le deuxième moment, c'est quand il y a la chute du mur de Berlin et que on commence à parler de la fin de l'histoire. Donc c'est le troisième moment, non ? Non, c'est le deuxième. C'est capitalisme, néolibéralisme. Ah ok, et ça va ensemble. Voilà, c'est j'accepte aux ressources humaine, c'est concrètement, je fais travailler le salarié chinois, et ainsi de suite, et dans un modèle unifié où tout le monde se dit c'est la fin de l'histoire. Tout le monde va accéder à la démocratie avec les mécanismes de marché, et c'est un mécanisme universel. Voilà. Et il y a une troisième bulle, mais qui est un petit peu plus compliquée, on passe notre temps à modéliser le monde, mais on peut la mettre de côté. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est quoi le capitalisme ? Ben là, on peut revenir à son origine. Et moi, je trouve ça passionnant. Il y a deux thèses. Il y a une thèse qui est de Max Weber, qui est de dire, en gros, les marchands travaillaient, les nobles faisaient pas grand-chose, et donc il y a un moment où les marchands ont remplacé les nobles. Bon, okay, coup d'épaule, une classe remplace une autre. Et puis il y a une autre théorie d'un certain Albert Hirschman, qui est un économiste à la vie incroyable, qui fuit le nazisme et s'engage pour combattre le fascisme de Franco, puis celui de Mussolini, puis rentre dans la résistance française, exfiltre Hannah Arendt, enfin un personnage romanesque incroyable, et qui a écrit un petit livre qui dit « Pourquoi on a le capitalisme ?» Et la base de travail, la thèse de ce Albert Hirschman, c'est de dire... Au XVIIe siècle, les Européens ont fait une observation qui était « on n'arrête pas d'être en guerre ». Les protestants tapent sur les catholiques tapent sur les protestants. Et on va jamais s'en sortir. Ça, oui. Toute ressemblance avec des événements... oui. Voilà, j'enchaîne. Et donc, là, il commence à avoir une réflexion des penseurs de l'époque de dire on essaye de faire vivre des gens ensemble au nom de la morale et de la religion, et ça ne marche pas et ça ne marchera pas.
Pourquoi ? Parce qu'elles sont inconciliables. Ok. On ne transformera pas un protestant en un catholique et un catholique en un protestant. Non. Enfin, a priori pas. Voilà. Et donc, pour faire une longue histoire, tout d'un coup, on se demande comment fonctionne l'être humain. Eh bien, on se dit, au fait, il ne devrait pas être gouverné au nom de valeurs morales et religieuses, mais comment il est. C'est un être de passion. Ça, c'est Spinoza. Je fais tout le... Non, vas-y, je t'écoute, bien sûr. Non, faut me dire. Moi, non, c'est intéressant. Donc, ça commence avec Machiavel, qui dit, il faut gouverner les êtres humains comme ils sont et pas comment ils devraient être. Comment ils sont, Spinoza, être de passion. Bon. Et puis, tout d'un coup, il y a Galilée qui passe par là, et ils se disent, mais au fait, les planètes s'influencent les unes les autres, et ça s'équilibre. Ok. Et donc les gens se disent, peut-être qu'on va faire la même chose avec les passions. Une passion va en compenser une autre. Passion triste et passion joyeuse. Alors, puis surtout, je sais pas moi, l'envie contre je sais pas quoi, enfin une sorte d'équilibre. Puis il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une passion supérieure aux autres ? L'intérêt. L'intérêt. C'est mon intérêt. Et là, tout le monde est excité parce que intérêt, c'est à la fois une passion et un truc très rationnel. Mais c'est encore très négatif, parce que toutes les religions et les morales ont toujours été négatives sur le être selfish. Selfish. Enfin, pas intérêt au sens... Ah oui. Selfish, c'est égoïste. Égoïste, exactement. Merci. Mais là, il réactive un vieux truc du Moyen-Âge qui dit, au fait, il y a plein de vices, mais il y en a un qui était moins critiqué que les autres, qui était la recherche de la gloire. Pourquoi ? Parce que c'était bon pour la ville ou le village. Bon. Et là, ils disent, c'est peut-être la même chose pour ce vice de l'intérêt qui peut se transformer en bien public. Il y a Montesquieu qui passe, qui dit, là où il y a du business, il y a de la paix, et là où il y a la paix, il y a du business. Et tu arrives à Adam Smith, le père du capitalisme, qui dit, le boucher qui est tout seul dans son petit magasin, dans sa boucherie, qui cherche son intérêt personnel, c'est bon pour la société. Donc tu me demandes ce qu'est le capitalisme, c'est comment, au départ, faire vivre les gens ensemble, en dehors de la morale et de la religion. C'est marrant parce que moi, la manière dont j'envisage le capitalisme, et sans doute à tort, c'est le fait d'échanger de la monnaie contre un bien ou un service. Alors tu as raison, mais là-dessus, il y avait déjà un capitalisme pré-protestant. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui s'appelle Marcel Hénave qui a des pages lumineuses. Mais tu échangeais des biens, mais tu échangeais des biens avec tes proches. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu faisais comme dans ta famille, je sais pas si tu as des frères et sœurs ou frères, si tu prêtes 5 000 € à ton frère, oui. Tu vas pas lui demander. Tu vas pas faire de contrat, t'es pas bien sûr qu'il va te les rendre, oui, non. Et t'es encore moins sûr qu'il mettra un taux d'intérêt. Certain. Voilà. Et le commerce, avant le capitalisme moderne protestant, c'était ça. Et donc ça veut dire que tu faisais du business, mais du business selon les règles familiales. La grande innovation du capitalisme moderne, c'est de dire non, on va faire un contrat, on va mettre une formule, et ce qui veut dire que je peux traiter avec l'étranger. Je ne suis plus obligé de traiter avec mon frère. Ah oui. Et l'étranger, il se trouve que dans ces périodes-là, on découvre la Chine, on découvre l'Inde, et on découvre que c'est une activité incroyable. Mais le Chinois ou l'Indien, du fin fond de la Hollande ou de Paris, on le connaît pas, c'est pas notre frère, il a une culture qui n'est pas soluble avec la culture européenne, et donc il faut inventer de nouveaux mécanismes. Et il faut inventer un mécanisme qui ne nécessite pas la sociabilité. C'est pour ça que c'est ça la grande définition du capitalisme, c'est comment tu fais vivre des gens ensemble en dehors de règles morales et religieuses. Et une des grandes thèses du livre, c'est de dire que ça a marché, à deux guerres mondiales près, mais que maintenant qu'on fait face à un défi moral, qui est le défi du climat, on ne sait plus faire. Okay. On a perdu nos réflexes moraux, mais presque, j'allais dire, on purpose, par volonté, parce qu'on voulait s'abstraire des enjeux moraux et religieux.
Mais alors, je comprends ce que tu dis. Donc le capitalisme, tu différencies avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est plus les années 70, c'est vraiment l'article de Friedman dans le New York Times. Et c'est après, c'est Thatcher, c'est Reagan, c'est vraiment cette accélération complètement folle vers un capitalisme débridé. C'est comme ça que j'aurais tendance à... Je suis à 100%, c'est pour ça que pour moi, tu emploies le mot absolument exact, c'est accélération. C'est en effet, il y avait un capitalisme, et là, tout d'un coup, là où il était limité à la sphère économique, la grande nouveauté qui est le tournant des années 70, en effet, l'article de Friedman, Reagan, Thatcher, comme tu le dis très très justement, c'est de dire, ce qui était limité à la sphère économique devrait s'étendre à toute la sphère sociétale. Donc là où il y avait un gouvernement pour réparer les injustices, éduquer, et ainsi de suite, on dit non, tous les mécanismes de marché doivent s'étendre à tous les aspects d'une société. Et tu mettrais par exemple l'idée que... Moi j'aime bien cette idée, mais tu vas me dire, tout le monde veut avoir un village, mais personne ne veut être un villageois. C'est-à-dire, en fait, d'une certaine manière, tout le monde a envie d'un village, d'avoir des gens qui viennent les aider pour X, Y, mais personne, si demain, un pote m'appelle pour me dire « Ah, je déménage, tu veux pas nous aider ?» Je suis là, genre, pourquoi tu prends un déménageur, tu vois, ou toi-même tu vas prendre un déménageur, ou tu arrives à l'aéroport, ou tu arrives à la gare, tu vas demander à quelqu'un de venir te chercher, tu vas y aller tout seul, tu vas prendre un Uber ou je sais pas trop quoi, quand tu vas prendre une nounou, en fait, on a privatisé, bon, les espaces publics où les enfants peuvent jouer, mais on a aussi privatisé notre relation, ce qui était le plus cher. Est-ce que ça fait partie du néolibéralisme, tu dirais ? Absolument. Là-dessus, tu parlais d'anecdotes. Il y a celle de ma concierge. Je sais pas si. Si, je vois. Je peux la raconter. Bien sûr. Parce que pour moi, ça a été presque une révélation. Et ça illustre exactement ton point, qui est de dire qu'on a perdu le lien social. Tu vois, c'est vraiment le même thème. Ouais. C'est il s'est délité. Donc pendant le Covid, c'était avant les vaccins, j'étais malade et très malade. Et je sais pas comment, ma concierge comprend immédiatement que j'ai attrapé le Covid. Ok. Elle a un don, je sais pas. Bon. Et elle met de la nourriture devant ma porte. Et je me souviens, c'était une salade de fruits, du lait, des croissants. Bon. Et le lendemain, j'ai mangé avec la salade de fruits. Elle ne dépose plus le lait. Je me dis, elle a dû mettre une caméra dans mon appartement parce qu'elle sait exactement ce que je mange. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle voit à travers les portes. Bon, bref. Et donc, et là, je commence à m'étioler au point où je pense que je vais mourir. Et donc, le seul truc que j'ai dans la journée, c'est le petit SMS en disant, ça va, j'ai déposé une salade de fruits. Petit déjeuner prêt. Enfin, petit déjeuner, dîner, parce que je ne mangeais que ça. Et ouais. Quand tu penses que le SMS, il compte, hein. Enfin, tu vois, c'est un de tes derniers fils qui te rattache à la vie. Bon. Et puis, finalement, je meurs pas. Je me retape. Enfin, dis-moi, hein, sinon Non, c'est mon fantôme qui parle. Je me retape et arrive un petit matin. Et on avait un rituel le matin, elle est partie, mais on avait un rituel où on se disait bon courage, qui était une façon de dire, bon, on sait qu'on n'est pas dans les mêmes sphères, mais en même temps, on s'en fout, on est deux travailleurs, et donc, par respect, on se disait bon courage, 7h du matin, vous travaillez, ouais. Je travaille, et le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ce matin-là, j'arrive, je me dis, je vais la remercier. Et donc, dans mon esprit, j'arrive les bras chargés de cadeaux. Et je dis, j'ai une question à vous poser, merci. Et je voudrais vous dire merci. Et donc, première chose, c'est, je vais faire 2 cadeaux. D'abord, combien je vous dois pour les salades de fruits? Parce que quand même, pendant 10 jours, vous avez préparé les salades de fruits avec des mangues et tout. Petite valeur économique. Donc, je voudrais. Quand même. Voilà, exactement, quand même. Et puis, à côté, je voudrais faire un vrai cadeau. Et pas faire un gros cadeau avec une valeur économique. Donc, je voulais vraiment faire les choses bien, propres, séparées. Voilà. Là, il y a un cadeau totalement généreux. Et puis, il y a une charge économique. Bon. Et là, elle me dit, j'en veux pas. Mais comme ça, sec. Il est 7h du matin, qu'est-ce que j'ai raté? Moi, je suis le Père Noël, là. Enfin, comment ça? Oui. Non, Père Noël, enfin, ça marche pas, ce truc-là. Et donc, j'essaye d'inverser la négo. Je dis, non, mais moi, ça me ferait plaisir. Et là, elle me dit, écoutez, si vous continuez comme ça, on se reparlera plus jamais. Moi, j'ai pas fait ça pour recevoir des cadeaux, et donc vous arrêtez ou on se reparle plus jamais.
Et là, il est 7h05. Je suis sur le trottoir de chez moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé avec les bras chargés de cadeaux et je viens de me faire dégager à cause des cadeaux. À cause des cadeaux. 6 mois plus tard, je vais faire de la montagne. Je suis dans une petite voiture avec mon guide. Je lui raconte l'histoire. Enfin, je lui dis, voilà, on fait un point parce qu'on s'était pas parlé, machin truc. Et avant même que j'ai raconté la fin de l'histoire, mon guide me dit, mais elle t'a botté les fesses. Je dis, mais comment tu sais qu'elle m'a botté les fesses? C'est quoi ce monde? Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose, mais en même temps, il n'est pas si clair que ça pour moi. Et là, tous les deux, vous êtes dans un autre espace où vous me dites quelque chose, mais j'ai besoin de l'entendre un peu mieux parce que make sense, mais c'est quoi quand même le narratif? Il dit, mais t'es un peu bête, Frédéric. Moi, elle t'a sauvé la vie. Ouais, c'est tout. Elle a fait son job. Peut-être qu'un jour, elle frappera à ta porte pour que tu l'aides. Mais elle t'a sauvé la vie. Tu crois que tu peux lui faire un cadeau et effacer ça? Non. Vous êtes liés à vie? Bah oui. Bah oui, exactement. Bah oui. Et donc, c'est vraiment le thème fondamental du livre. C'est qu'on a oublié. Toi, tu dis, au fait, on est à l'aéroport, est-ce qu'il y a un pote qui va venir nous chercher ou je sais pas quoi? Non, parce qu'on a progressivement, et ça revient à l'histoire du capitalisme, voulu détendre le lien social. Il y a un truc très positif qui est attaché. C'est que quand tu détends le lien social, tu fais venir l'étranger. Donc c'est profondément égalitaire. C'est que tu n'as plus à traiter avec ton frère, ta sœur, tu peux te traiter avec quelqu'un qui a pas la même couleur de peau, la même religion, les mêmes valeurs, ainsi de suite. Donc c'est foncièrement égalitaire, mais en cas de problème, ou en cas de nécessité, il n'y a plus personne, et donc il n'y a plus de devoir. Ouais. On ne demande que des droits, c'est à recevoir égoïstement, et non plus à faire cette réciproque. Alors, tu parles, en fait, donc tout le bouquin, il est sur l'explication de l'inaction climatique. Toi, c'est un monde que tu connais depuis longtemps. Comment tu lis cette inaction? Et en particulier, enfin, c'est toujours un peu perturbant de se dire, parce que moi, le premier, en fait, j'ai très conscience des enjeux, et en fait, je vois bien que je change pas ma vie de manière drastique. Je fais les petits trucs de cosmétiques qui me font du bien, mais tu vas trier ses déchets, tu es la con, mais en fait, fondamentalement, c'est pas ça le problème. Comment tu lis ça, toi? Alors, c'est ça l'origine du livre, puisque en effet, j'ai été très impliqué dans les questions climat, puisque certains considèrent gentiment que j'étais un des pionniers de la finance verte, puisque dès 2009, j'ai monté le premier centre de recherche au monde sur la finance et le climat. J'ai inventé les premiers indices low carbone, j'ai lancé le plus gros fonds de green bonds, je vais pas vous faire tout mon CV, mais j'ai créé la première coalition d'investisseurs qui représentera toute la finance à la COP21, j'ai témoigné devant le Sénat américain, j'ai écrit une quinzaine de livres ou papiers sur le sujet, donc voilà, j'ai témoigné. Oui, voilà, t'es répondu. Voilà, bon, bref. Donc j'ai fait le job sur cet aspect-là. Et puis à 5-6 ans, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Sachant que c'est vraiment bizarre, parce que il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'est pas au courant. Il y a pas. Ça, je sais pas. Mais... Si, il y a pas un qui a pas vécu. Enfin, dans les pays occidentaux, c'est sûr. Hein. Non, mais même, non. Tu vas au sud, il y a les vagues de chaleur, le manque d'eau en Afrique du Sud, les feux de forêt en Australie pour aller dans le sud, les typhons au Japon ou à Hong Kong. Donc tout le monde a vécu un aspect du dérèglement climatique. Vague de moins. Attends. Deuxièmement, c'est un problème qu'on a créé. On n'est pas des dinosaures qui prenons une météorite sur la tête. Exactement. Et 3, ça nous menace en tant qu'espèce. Donc la question assez fondamentale, c'est sur un problème où tout le monde est au courant, qu'on a créé et qui nous menace, pourquoi diable on n'arrive pas à se mettre en mouvement? Sachant que le Covid, en 2 ans, c'était plié. Oui. On aurait pu faire, mais en 2 ans, c'était plié, à une vitesse incroyable, au sens, on invente le vaccin, on bloque toutes les populations, pouf, plié. La couche d'ozone, en 18 mois, on allait tous mourir d'un cancer de la peau dans 50 ans, c'était plié. Et le passage à l'an 2000,
ceux qui se souviennent d'Agassi se souviennent du passage je m'en souviens. À l'an 2000. J'étais là. Ça allait être une catastrophe. Les avions allaient s'écraser. Alors pour les jeunes, c'est le passage en 2000. Tous les appareils qui avaient une horloge, mais ça allait du pacemaker et autres, étaient bloqués sur 2 chiffres. Et donc à 99, on pensait que ça allait faire 0 et 0, ça faisait shutdown. Et donc on était inquiet des pacemakers, des avions qui allaient s'écraser, des hôpitaux qui allaient s'arrêter. Enfin, c'était l'apocalypse vrai. Ouais. Et on a pris les milliards et milliards d'appareils et on les a tous reprogrammés. On a posé les avions, on a vidé les hôpitaux et on s'est réveillé le 1er janvier. Moi, j'étais au Portugal et à Lisbonne, je me souviens très bien, et j'ai mis la radio et il y avait la météo et je me dis, s'il y a la météo, c'est que on peut sortir. On peut sortir, que l'apocalypse ne s'est pas produite. Bon. Et donc, foncièrement, la question, c'est pourquoi le climat, on n'y arrive pas, alors que sur les autres problèmes, on n'est pas si bête que ça. Oui. Et c'est là où la théorie des moments fromage, c'est dire, on a eu cet accès, comme le rat, à ces moments-là de les ressources naturelles ou les ressources humaines. Et comme le rat, on est enfermé dans notre bulle. C'est-à-dire, on fonce sur le fromage. Oui. Et on est en surconfiance qu'on va trouver le fromage. Et on n'arrive plus à s'adapter à un monde qui ne permettrait pas ce fromage. Mais alors, ce qui est étrange pour moi, c'est que tout le monde parle de sécurité, du manque de sécurité, en tout cas une grosse partie des partis politiques en France. La plus grosse insécurité, c'est une insécurité climatique, en particulier pour les personnes âgées, mais pas que. Pourquoi, du coup, personne ne vote pour le Parti écologiste ? C'est bizarre, en fait, on pourrait se dire, au moins, c'est des mecs, oui, ils vont gouverner la France, mais ils vont surtout nous permettre de survivre, même si je sais, évidemment, que les gaz à effet de serre restent pas en France et qu'ils voyagent avec des nuages, avec le vent. Donc ils peuvent venir de l'Australie, ou peut-être pas l'Australie, mais les États-Unis, le Canada, etc. Mais néanmoins, on a quand même cette réalité, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va pas s'en sortir. Alors, je vais pas faire de politique, surtout en France, et surtout pas en 2026. Pourquoi néanmoins. Mais toute la thèse du livre, c'est de dire... peut-être qu'on a mal posé le problème. C'est-à-dire qu'on a posé le problème en des termes économiques. Oui. On se dit au fait quelle est la taxe carbone qui va faire que le monde va se mettre en marche. Et une des thèses fondamentales, c'est de dire c'est pas un problème économique, c'est un problème moral. C'est un problème de le plus faible va être exposé. La personne âgée va mourir dans une vague de chaleur. Le type au fin fond du bidonville au Mexique sous 50 degrés en toile ondulée, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et donc c'est quel est le comportement qu'on doit avoir face à un problème moral. Alors, et d'où le lien avec toute cette histoire qu'on se raconte là sur le capitalisme et de l'affaiblissement du lien moral. Mais moi, la bonne volonté, les gens qui disent, j'en vois beaucoup, des gens qui font, moi le premier. Moi j'ai mon podcast, tu vois, bon, on peut dire que c'est faire une chose, je peux trouver ça très... Mais voilà. Si. Mais la majorité des gens, ils font rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent « Oh là là, c'est dangereux ». J'en ai beaucoup entendu parler, mais bon, concrètement, ils font quoi ? Mais c'est parce que, encore une fois, on a ces moments fromage, ils remontent à l'agriculture, donc ils remontent à 10 000 ans, comme tu le disais. Ouais. Donc c'est Michel Serres qui disait qu'on mesure l'ampleur d'un problème à la durée de temps qu'il a mis pour se mettre en place. Des problèmes qui remontent à 10 000 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et je pourrais même aller encore plus loin, c'est que c'est même Sapiens qui, le premier, trouve un moyen d'accéder à une ressource. Parce qu'il y a toute une théorie qui dit pourquoi est-ce que Sapiens, il y a 50 000 ans, débarque en Europe et mange Néandertal, quasi au sens propre, parce que tous les groupes humains, comme les animaux, sont limités à 150. Au-delà, ça crée des problèmes de coordination. C'est le chiffre de Dunbar. Exactement. Oui. Et peut-être que Sapiens a une idée de génie, c'est qu'il invente l'abstraction, et inventant l'abstraction, il peut coordonner des groupes au-delà de la limite de 150. 200, 300, 1000. Et 1000 face à 150 Néandertal, il n'y a plus de Néandertal. Non. Mais donc,
mais si tu prends un pas de recul, c'est quoi? C'est accès à une ressource. C'est que j'accède à la ressource du groupe 2000. Donc l'idée, c'est une idée forte du livre, c'est qu'on sélectionne nos représentations mentales en fonction de leur capacité de succès à accéder à des ressources. Néandertal, l'agriculture, la science moderne, le libéralisme. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on met un frein à l'accès aux ressources. Bah, pas tant que ça. Bah si, parce qu'on dit, au fait, on peut pas accéder aux ressources fossiles, parce que si on y accède, on fait monter la température. Oui, mais quand je vois ce qui se passe en Iran, les gens, ils s'en foutent un peu, non? Non, mais tu me demandes pourquoi est-ce que on y arrive aussi peu, parce que pour la première fois, il y a un défi. Tu vois, le Covid, c'était pas une limite à l'accès aux ressources. Non. Le passage à l'an 2000, c'était pas une limite, et la couche d'ozone, c'était pas une limite. Là, c'est une limite. La seconde chose, c'est qu'on passe notre temps à actualiser nos modèles à partir de signaux. Là, il n'y a pas de signal à la hauteur du problème. Et le troisième raison, c'est que les bulles dont j'ai parlé, l'agriculture et le libéralisme, eh ben, leur mode de fonctionnement n'est pas adapté aux problèmes du climat. Donc il y a une sorte d'alignement incroyable, au sens très négatif du terme, de planètes en défaveur du climat. Il y a un truc dont tu parles dans le livre, alors j'ai plus le nom parce que du coup c'est un mot que je ne connaissais pas. Tu parles de inférence bayésienne. Mm-hmm. Et une question que je me posais, c'est que en France en ce moment, et en particulier pour les élections présidentielles qui ont l'année prochaine, tout le monde parle de sécurité. Et moi j'ai la sensation que la plus grosse insécurité pour la grande majorité des gens, c'est le changement climatique. Et quand on dit sécurité, on parle de mettre des policiers, de les armer, pas les armer, du nombre de personnes qui sont dans la rue, etc., etc. On parle pas du climat. Oui, alors, de nouveau, on parle pas des élections municipales et on parle pas des élections présidentielles. Alors, pardon, oui. Moi, je fais pas de la politique, mais parce que notre rat dans le labyrinthe, il fonce sur le fromage. C'est ça. Une autre image, c'est une bulle financière, c'est quoi? C'est la même chose. C'est que tout d'un coup, vous êtes, il y a la bulle Internet. On a beau taper sur l'épaule de quelqu'un en lui disant mais je comprends pas, ta boîte, elle a pas de clients, elle a pas de produits, comment est-ce que ça, elle vaudrait des centaines de millions. Le type, il est dans sa bulle. Oui, dans son système de croyance. Il est dans son système de croyance. Et qui est très dur à changer parce qu'il fonctionne, parce qu'il a son fromage, parce qu'il devient riche, parce qu'il dit au fait le monde a changé et parce que le monde est simple. Donc ce qui est vrai du rat, ce qui est vrai de la bulle financière, la théorie du livre dit ça serait vrai au niveau sociétal. Donc je parle de surconfiance, de bulle sociétale et qu'on est en plein dedans. Alors comment on fait alors pour sortir des bulles? Au niveau individuel, parce que les gens ne peuvent pas faire pour les autres, mais aussi évidemment au niveau collectif. Alors, ça c'est le dernier chapitre du livre qui dit alors maintenant qu'on a un diagnostic, est-ce qu'on peut utiliser la boîte à outils pour trouver une solution? Parce que dire au fait ça va pas, il y a beaucoup. Donc, oui. Voilà. Donc là, je me devais quand même d'apporter quelque chose un peu de positif. Alors, la première réponse, c'est de dire, non, c'est les bulles, en vérité, le propre des bulles, c'est qu'elles explosent. Mais là, on est tous morts. Bon. Mais, comme pour Agassi, comme pour le bébé, est-ce qu'on peut trouver un signal qui permette de changer notre vision du monde? Bonne question, puisque si on fait nos représentations à partir de signaux, est-ce qu'il y a un signal qui pourrait réécrire notre logiciel? Alors, un signal positif. Un signal. Alors généralement, c'est un homme ou une femme d'État. Bon, là, on l'a pas trouvé. Mais là, est-ce qu'il y a autre chose? Et là, il y a une expérience assez intéressante. C'est celle des astronautes dans l'espace. Ok.
Sachant qu'un astronaute, c'est pas un poète, hein, c'est quand même quelqu'un qui est sélectionné pour la tête en bas sans oxygène, arriver à réagir sous un stress maximal. Donc bon. Et pourtant, la documentation est assez forte pour dire que les astronautes, quand ils sont dans l'espace, deviennent poètes. Ils changent leur vue sur la planète. Ça s'appelle l'overview effect. Oui, bien sûr. Jean-Pierre Gou. Alors, notamment, et puis il y a aussi des auteurs américains. Bon. Et ils disent la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'ils changent leur vue sur la planète ? Parce qu'ils disent tous, la planète est fragile, elle est belle, et elle est vivante. Et ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est prenons ces 3 aspects et voyons ce qu'on peut en faire. Là, on a un bon signal. Et qu'est-ce qui pourrait changer dans notre cerveau ? D'abord, la fragilité. La fragilité, les anthropologues nous disent que ça déclenche peut-être la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on est une espèce animale bien particulière qui fait des bébés prématurés. Oui. C'est-à-dire que le bébé éléphant, il est pas très... mais bon, il est sur pattes et il se balade. Comme tous les mammifères, hein, je pense, à part les humains. Exactement. Le bébé girafe, s'il survit à la chute, ils perdent beaucoup de bébés. Oui, c'est 50% des bébés girafes qui à cause de la chute, parce que le girafe peut pas se coucher, donc le bébé il tombe et parfois ça se passe pas bien. Mais bon, on met de côté le bébé girafe. Le bébé humain, il naît prématuré. Oui. Et alors pourquoi ? Parce que la tête a grossi, donc pour qu'il puisse sortir, il faut qu'il soit pas totalement fini. Puis autrement, s'il continuait, il mangerait toute l'énergie de la maman et la maman mourrait. Ça marcherait plus. Et donc on fait des bébés prématurés. Du point de vue animal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où le bébé girafe et autres se baladent, là il faut s'occuper du bébé. Ouais. Et pas que les parents. Il y a 10 000 ans, il n'y a pas... non, il y a toute la communauté. Il y a toute la communauté. Et du point de vue de la tribu, de la communauté, c'est une asymétrie. C'est que ça ne fait qu'avoir faim, pleurer, machin truc. Et il n'y a pas de réciprocité. Non. Ce qui veut dire que là où les animaux coopèrent, mais coopèrent comme entre collègues, c'est je t'aide, tu m'aides, tu m'épouilles, je t'épouille, on va chasser ensemble, machin truc. Là, le groupe ne reçoit rien face aux fragiles dont il doit s'occuper. Il y en a un qui a tiré cette corde-là, c'est Emmanuel Levinas, le philosophe... Je ne connais pas. Alors, Emmanuel Levinas, c'est un philosophe français arrivé de Lituanie et qui est considéré comme un des plus grands penseurs du XXe siècle. Je m'y intéresse. Non. Moins connu que, je sais pas moi, Sartre Deleuze. Voilà, exactement. Élève de Husserl, qu'il introduit en France. Et il dit la chose suivante. Et c'est intéressant, je crois. Il dit, le rapport aux objets, j'ai un rapport de confiance. C'est que... alors on voit pas, mais là, on a un téléphone devant nous. Le rapport que j'ai avec ce téléphone, c'est un rapport de confiance. Pourquoi ? Parce que je sais exactement le geste que je dois faire pour l'attraper. Ça, c'est le mien. Hein. Je te rappelle. Je vais le prendre. Attends, c'est pas fini, tu vas voir. Je peux le prendre, je sais exactement... Le jeter contre le mur. Exactement. Je peux le jeter, je peux le casser. Je suis dans une situation de contrôle, possession, destruction possible. Bon, évite. Hein. Le visage d'autrui, nous dit Lévinas, je le contrôle pas. Je peux pas l'attraper. Et je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, le problème de confiance dont on a parlé, là, les bulles, c'est je suis en surconfiance par rapport à l'accès. Là, tout d'un coup, le visage d'autrui m'empêche cette confiance. Et Lévinas va plus loin et dit, quand je vois le visage d'autrui, je vois sa fragilité, au sens où il est sans défense. Et cette fragilité appelle à m'en occuper, et m'en occuper au-delà potentiellement de mon instinct de conservation. Et c'est ça le début de l'éthique. Et là, tout d'un coup, on disait tout à l'heure, mais au fait, on a un problème moral, et on sait plus faire. Ben là, tout d'un coup, on est en train de remettre de la morale dans l'histoire. Et ça va faire. Ensuite, il y a la beauté, et là, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dit, quand je vois quelque chose de beau, c'est désintérêt. Il y a pas d'intérêt.
Je vois la Joconde, j'ai pas un intérêt à voir la Joconde. J'ai pas un intérêt à voir un coucher de soleil. Et comme il n'y a pas d'intérêt, ça me prépare à la morale. On retrouve ce thème. Et troisième chose, la planète est vivante. Et si elle est vivante, elle nous rappelle que nous sommes vivants parmi les vivants. Oui. Là où on s'était extrait à l'agriculture, finalement, on se réintègre. Et donc, je dis, au fait, ce signal, cette théorie du signal qui nous permet d'actualiser, comme Agassi, comme le bébé, et ainsi de suite, eh bien, peut-être qu'on peut l'utiliser pour revoir nos représentations. Et ça s'arrête pas là, parce que là où on crée du lien social, eh bien, je dis, ce lien social, il est avec la nature. Ok. Mais en recréant du lien social avec la nature, on recrée du lien social entre nous, les êtres humains. Et c'est marrant parce que moi, j'ai tendance à penser l'inverse. J'ai tendance à penser que pour créer du lien avec la nature, il faut d'abord créer du lien avec soi, puis du lien avec les autres, pour enfin créer du lien avec la nature. Même s'il n'y a pas, évidemment, un ordre vraiment, voilà. Mais j'ai du mal à penser que tu puisses être bien connecté aux autres si t'es pas bien connecté avec toi-même. Alors, Emmanuel Levinas te répondrait que ça, c'est la théorie occidentale, qui est, et pour Levinas, il dit, ce que tu dis là, c'est finalement le trajet de Ulysse. Et il théorise le trajet d'Ulysse en disant, Ulysse part dans son grand trajet et il revient chez lui. Et donc, entre guillemets, il a appris à se connaître, et ayant appris à se connaître, il peut vivre avec les autres, et en paix, avec Pénélope, son chien, et ainsi de suite. Bon. Mais il y a une autre théorie, qui est de dire que c'est en sortant de soi, en allant vers l'autre, qu'en vérité, on crée le lien social. Et là, ça revoit à Lévinas, encore une fois, face à l'altérité, face au visage d'autrui, face à ce qui est différent. Je sors de mon ego, je me mets en risque pour accepter la présence d'autrui. Mais alors du coup, pour revenir à notre question, à nos petits moutons... très philosophique, notre dire. Ouais, là, on est parti très philo, mais je reviens sur le plancher des vaches. On a une situation climatique à large, très problématique. Certains diront que c'est déjà trop tard. Et bizarrement, moi, j'agis, mais très peu. Enfin, j'ai pas l'impression de changer de mode de vie de manière... Même si j'ai un podcast, machin, que j'ai écrit un bouquin sur le sujet, mais enfin, je prends l'avion, je consomme. Je suis pas en mode... je mange pas de viande, enfin, c'est pas vrai. Je consomme. Et malgré mes connaissances. Oui. Tu expliques dans le livre un truc que je connaissais pas du tout non plus, qui s'appelle, alors attends que je retrouve, bien sûr, je vais arrêter, l'inférence bayésienne. Non? Oui, mais l'inférence bayésienne, c'est ce mécanisme où on passe notre temps à faire des signaux, enfin des modèles à partir des signaux. Oui. Donc c'est cette histoire de... Mais c'est ce qui fait qu'on ne réagit pas aussi. Alors c'est qu'à un moment, dans notre modèle... Donc on fait l'inférence bayésienne, c'est vraiment ça. C'est j'observe des signaux et je crée des modèles à partir de machin. Et la question c'est est-ce que je continue à mettre à jour mon modèle ou comme le bébé qui dit au fait les objets tombent, je touche plus à mon modèle. Oui. Et là je suis en surconfiance. C'est que le bébé il dit ok très bien, je comprends pas pourquoi, objet vole et j'y touche plus. Et donc, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que là, tu peux être dans l'ordre de la conscience, que c'est peut-être étrange, et ainsi de suite, mais tu as tellement confiance dans ta vision du monde que tu ne la mets plus à jour. Et d'où l'idée de comment est-ce que je me réveille ? Un nouveau signal qui, lui, pourrait être tellement fort qu'il change notre représentation du monde. Dans ces histoires de signaux, et t'en parles dans le livre, mais il n'y a pas aussi un truc qui est que... Quand je prends l'exemple de l'insécurité, tu vois, les gens pensent à l'insécurité, ils pensent à se faire voler leur sac à main dans le métro, ou leur voler leur téléphone, ou je sais pas quoi, ou leur vélo. Pas à Paris. Enfin, à Paris, dans les grandes villes. Ils pensent pas au changement climatique. Pourtant, c'est quand même l'élément qui, de loin, tue le plus de Français aujourd'hui et qui en tuera le plus demain. Donc, il y a une vraie insécurité climatique. C'est une réalité.
Mais déjà, d'associer les deux mots, les gens n'ont pas l'habitude. Enfin, et puis, comme c'est pas très direct, par exemple, quand il fait chaud, qu'il y a des personnes âgées qui meurent, ou quand il fait froid, qu'il y a des personnes en fragilité qui meurent, ou quand, j'en sais rien, il peut y avoir plein de manières de mourir à cause du changement climatique, mais pas que climatique d'ailleurs, parce que je dis climatique, mais c'est l'eau, la biodiversité. Absolument. C'est le dérèglement de la nature. Voilà, c'est ça, le dérèglement de l'écosystème. On n'arrive pas à en faire un risque. Intellectuellement, on comprend, je pense. Tout le monde a compris que c'était un problème. Mais on baisse les bras et on a du mal à bouger, quoi. Oui, mais c'est vraiment ce thème de la bulle. C'est qu'encore une fois, le type qui est dans la bulle Internet, tout le monde lui dit, mais ça n'a pas de sens. Et pourtant, il continue à avancer. Il y a 3 siècles, on pouvait acheter, il y avait la bulle des tulipes. Il y a eu un emballement sur les tulipes. Ah oui ? Ouais, c'est une des premières crises financières. Et avec une tulipe, tu pouvais acheter une maison. La tulipe, hein, le petit... wow. Exactement. Et là, tu pouvais taper sur l'épaule du trader de tulipes. On disait, mais une tulipe, alors, je sais pas, ça vit 5 jours. Une maison, oui. tulipe, maison, t'es sûr, mon garçon Tout fonctionne dans ta tête. Tout va bien. Et ben oui, le garçon, il est rationnel. Il dit, ouais, ça marche. Donc, c'est vraiment ce mécanisme-là d'enfermement conscient qui serait pas simplement en jeu avec le trader du tulipe, le type de la .com ou les bulles financières, mais à l'échelle de la planète. Ok. Et est-ce que j'ai faux quand je dis cette bulle, elle est trop éloignée, enfin, en tout cas, les implications du changement climatique, c'est trop éloigné pour notre cerveau pour comprendre le danger? Alors, non, c'est une explication, mais on a des contre-exemples. Ouais. Il y a 2 contre-exemples que j'ai en tête, en tout cas. La première, c'est la couche d'ozone. La couche d'ozone, personne n'avait jamais entendu parler de la couche d'ozone, et le problème allait se produire à 50 ans. On allait mourir 50 ans plus tard d'un Mais tous les pays se sont mis d'accord, ce qui est quand même Exactement, assez unique. En 18 mois. Et c'est ça. C'est pourquoi là, on y est arrivé et pas le climat. Ouais. Le deuxième exemple que j'aime beaucoup, que je cite dans le livre, c'est l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ça touche plein de thèmes dont on a discuté. On est en 1916 et 1916 c'est assez loin, mais pas si loin que ça. Moi, mon grand-père, tout jeune homme, 17 ans, fait la guerre de 14. Alors, j'ai pas connu mon grand-père, mais ça aurait pu être une transmission familiale. Ça aurait pu être possible, ouais. Voilà, exactement. Et donc, on parle pas des Romains, les Grecs, oui, on est sur l'histoire contemporaine quand même. Et potentiellement familiale, voilà. Bon. Et en 1916, président Wilson fait campagne pour ne pas rentrer des États-Unis, donc fait campagne pour ne pas rentrer dans le conflit en Europe, et il est élu. Donc en gros, la population américaine dit on n'en veut pas. On s'en fout un peu. On s'en fout, c'est loin, c'est pas notre sujet. D'ailleurs, où est l'Europe? C'est pas à l'époque, je pense qu'ils étaient après au courant. Oui, enfin, ceux qui en venaient, oui, mais enfin, voilà. Et il faut prendre le bateau, ils sont pas attaqués, et ils ont tout à construire. Ouais. Donc ça leur parle pas. Bon, bref. Puis la guerre de sécession est pas si loin que ça. Et puis les États-Unis 1916, il faut mettre les voies ferrées, il faut courir après les vaches. Enfin, faut tout faire. Enfin, c'est pas. Ils ont oublié les voies ferrées. Finalement, ils ont pas mises. Ils ont raté les. En tout cas, ils ont raté les voies rapides. Bon, enfin, voilà. Mais bon, il y a un pays à construire. Et là, la France fait un truc super bizarre. Mais vraiment, il y a que la France pour faire ça. C'est qu'ils envoient le philosophe Henri Bergson aux États-Unis. Et Henri Bergson, c'est la star. Il aura le prix Nobel. Quand Einstein vient à Paris, c'est lui qui le reçoit. Et dans le monde de la philosophie, le même Lévinas dira que Bergson, il devrait être à droite de Platon. Enfin, c'est donc dans le panthéon de voilà, grand monsieur, Henri Bergson. Et il se trouve que le petit Bergson a vécu jusqu'à 9 ans à Londres, donc il parle parfaitement anglais. Maman Bergson est anglaise, et hop, il prend le bateau et il parle bien anglais. Et on lui a dit, mets une redingote. Donc il se retrouve en redingote, à la Maison-Blanche, face au président des États-Unis. Moi, je voudrais être petite souris pour assister à la scène. Ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont se raconter?
Et là, le truc totalement improbable se produit. Ils se parlent. Le président Wilson, en vérité, est un intellectuel. Il était digne de Princeton. Et il entend le philosophe français qui lui dit « C'est un combat de valeur morale, ce qui se passe en Europe. » Et en avril 17, il va devant le Congrès américain, et je cite le discours qui est incroyable, vraiment incroyable, parce qu'il dit « Bon, on n'est pas vraiment attaqué, il y a un petit bateau qui a coulé, mais enfin, on rentre pas fatalement en guerre mondiale pour un petit bateau coulé. Encore, voilà. On va envoyer 500 000 hommes. 500 000 Américains, 18-24 ans. Le GDP n'existe pas, mais enfin, croissance, tout ça. GDP, c'est 23, non ouais, c'est juste après exactement la crise. Dans la crise. GDP, donc, c'est PIB, hein, pour ceux qui nous écoutent. Et donc là, machin. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on va le faire? Parce qu'on est en train de construire ce pays au nom de valeurs morales. Ces valeurs morales sont en jeu en Europe. Et donc, si on n'y va pas, on n'est pas sérieux pour nous-mêmes. Et il rajoute, je voudrais que tout le monde comprenne bien une chose, c'est qu'on ne veut rien recevoir. Et donc, la théorie qui est de dire, mais au fait, sur le climat, parce qu'on entend toujours ça, il faut une coordination, parce que tout le monde suit son intérêt, et donc s'il y a pas, il y aura toujours un passager clandestin, et ainsi de suite. Il y a un chef d'État qui a emmené une nation entière au nom de valeurs morales. Il y a un siècle. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça semble quasi inaudible un siècle plus tard? Là, on revient toujours au thème de la bulle, c'est qu'on a perdu ces réflexes moraux, et donc, comme on les a perdus, on peut plus les activer face à un problème moral. D'une certaine manière, Trump, je sais qu'on a dit qu'on ne ferait pas de politique, mais moi j'en fais quand même. Non, on a juste fait alors la municipale, les présidentielles et la politique mondiale. Oui, mais à part ça, on ne fait pas de politique. Non. En même temps, alors, les élections sur la côte ouest de Mars, hein, parce que maintenant nous allons sortir... Alors, on va partir en Corée maintenant. Non mais, Trump, il fait appel à cette morale. Enfin, tu vois. Non mais d'une certaine manière, il continue. La guerre en Iran, c'est moral pour lui. Enfin, en tout cas, c'est la posture qu'il prend. Alors, je vais pas commenter le conflit dans cette zone-là, mais non, mais la rhétorique. En rhétorique, je pense que c'est une vraie opposition entre, pour avoir vécu des deux côtés et avoir étudié des deux côtés de l'Atlantique. Il y a plus de valeurs religieuses aux États-Unis qu'en Europe. Et il faut se souvenir que quand, je sais que ça peut faire bondir en Europe, mais c'est justement pour ça que c'est intéressant, quand Bush parlait de l'axe du mal, en Europe, on entendait ça de façon, mais de quoi parle... Voilà, moi je le faisais de façon plus politiquement correcte. Plus politiquement correcte, mais de quoi parle-t-il ce garçon? Oui, parce que il se trouve que aux États-Unis, le président jure sur la Bible, le président va à l'église, de façon factuelle, ne pas être religieux aux États-Unis est presque une anomalie psychique. Non mais c'est la réalité en Europe, c'est pas la même situation. Non. Voilà. Et donc, là on peut lire la grille, on peut relire toute la grille de ce qui se passe au Moyen-Orient de façon assez différente. Je sors de ça pour aller vers les solutions. Le podcast, il est sur redonner envie du futur. Quand on voit ces systèmes qu'on a, dans lesquels on évolue, dans lesquels on est un peu enfermé, c'est le principe de la bulle, qui sont en déconnexion avec le vivant, on voit que l'écologie, elle a eu quelques heures de gloire, quelques mois de gloire, il y a quelques années. Aujourd'hui, les gens, l'écologie, sont là, genre... Voilà, c'est pas le sujet principal. Aujourd'hui, on met de l'argent
dans les guerres, enfin dans l'armement, pour aller tuer d'autres humains. Donc on n'est pas du tout en train de, et puis tout en créant de la pollution, hein, parce que clairement, hein, c'est ce que ça crée les guerres nécessairement. Hein, on n'y pense pas nécessairement, mais nous on fait attention avec nos petits baguettes, nos petits trucs, on trie nos on trie nos déchets, mais bon, quand il y a une bombe qui explose, forcément, ça fait de la pollution, l'envoi, voilà. Donc il y a un truc qu'on a raté de manière assez évidente. Comment on fait? Qu'est-ce qui te donne espoir? Qu'est-ce qui te donne envie du futur? Dans cette logique, qu'est-ce qui te dit comment on va sortir de cette bulle pour aller dans une autre bulle où on va se dire en fait notre modèle vraiment ça marche pas là, on s'est un peu planté. Alors, qu'est-ce qui me donne espoir? Je vais encore faire une réponse un peu philosophique, mais je ne cherche pas à avoir d'espoir. Ok. Très bien. Et il y a un exemple historique et une raison. C'est imaginons que nos grands-pères aient une conversation en mai 41. Est-ce qu'ils ont de l'espoir? Alors, non. Ils ont de la joie. Non, mai 40... Camus, Char... Ah, c'est 43 peut-être la résistance. Ah oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. Non. Mai 41. Mai 41, on vient de perdre la guerre. Ouais, exactement. La France s'est effondrée. Les premières lois terribles d'octobre sont là. Catastrophe. Churchill tient l'Angleterre, mais enfin, il faut pas qu'il glisse sur une plaque d'égout parce que ça tient. Charles de Gaulle s'est barré. Bon, tout le monde l'a pas entendu. Les Américains sont pas dedans et il y a un accord avec l'Union soviétique pour dire on touche pas. Donc, on a une conversation en mai 41. L'espoir ne peut pas exister. Il n'y a pas d'espoir. On voit pas comment ça peut bien se passer. Et pourtant, c'est là où ça devient intéressant. Et pourtant, il y a parmi les plus beaux esprits de la planète, en Paris en tout cas, qui rentrent en résistance. Oui. Notamment, quelqu'un que je cite avec beaucoup de respect, enfin même pas de respect, d'une admiration absolue, qui est Jean Cavaillès. Est-ce que je peux parler de Jean Cavaillès? Tu peux totalement parler de Jean Cavaillès. C'est un garçon qui... Moi, je pense souvent Camus et Char, mais qui sont plus connus. Hein, voilà. Char et Camus. Mais voilà. Alors, qui est Jean Cavaillès qui est vraiment passé aux oubliettes? C'est un personnage incroyable. C'est un fils de militaire, donc il n'a pas grandi dans un milieu particulièrement intellectuel, il va de garnison en garnison en fonction des nominations de son papa. Et il décide de préparer Normal Sup, au moment où il y a les Sartres, Aron, et ainsi de suite, donc c'est du lourd en face. Il rentre à Louis-le-Grand, et l'histoire raconte que, alors qu'il rentre en prépa, il décide il n'aime pas la prépa, et qu'il va préparer Normal Sup tout seul. Il n'y a pas un être humain qui fait ça. Non, c'est dur Normal Sup pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas fait Normal Sup. Enfin, moi, j'ai pas fait Normal Sup. Non, mais Macron a raté Normal Sup. Raté 2 fois Normal Sup. Et il faut des profs, il faut un enseignement, personne ne lit Kant, Hegel tout seul dans son coin. Il faut des profs et les profs à Louis-le-Grand, c'est parmi les meilleurs. Enfin, voilà. Oui. Et puis en face, c'est un concours. T'as les meilleurs de ta génération, c'est l'école. Il y a pas les écoles de commerce, et ainsi de suite. Donc c'est la crème de la crème de la crème de la crème. Et là, tu dis, c'est quoi? Je vais le faire tout seul. Et il intègre Major. Pas mal. Et une fois qu'il a Normal, alors qu'il est rentré en philosophie, il se passionne pour les mathématiques et la philosophie des mathématiques, et il se met à redémontrer des théorèmes de mathématiques. Et là, le garçon qui rentre en philo et qui fait des maths au plus haut niveau, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans l'histoire humaine. Et donc, c'est hyper intellectuel. Raymond Aron, grand philosophe intellectuel du XXe siècle. Oui. Donc, ceux encore qui connaissent André Agassi connaissent Raymond Aron. Mais Raymond Aron, qui avait en plus une certaine opinion de lui-même, dira « Si ce Jean Cavaillès avait vécu, j'aurais dit moins de bêtises. » Donc, au sein des maîtres, il y avait le maître des maîtres, ce Jean Cavaillès. Arrive la guerre, l'hyper intellectuel rejoint immédiatement la résistance. Alors qu'il avait
évidemment toutes les fonctions intellectuelles pour dire quel est mon optimisme, quelle est ma probabilité. Il dit non, je ne fais pas. Et De Gaulle veut l'appeler à Londres, et ainsi de suite. Il dit non, je veux aller mettre des explosifs dans des bases de sous-marins à l'Orient. Et il le fait. Il se fait homme d'action quand il y a un sujet moral. Et c'est là la grande... Et donc, juste pour conclure, après, De Gaulle, quand il cherche quelqu'un à mettre au Panthéon pour représenter la résistance, a le choix entre Pierre Brossolette, dont on vient de célébrer l'anniversaire du suicide, grand intellectuel socialiste, Jean Moulin, évidemment, et ce Jean Cavaillès, et il prend Moulin parce que son histoire aussi, résistance, supplicié, ainsi de suite. Et donc l'un accède à la postérité, et l'autre est totalement inconnu, ce Jean Cavaillès, alors que c'est vraiment... Du coup, il est mort dans les sous-marins ? Il a été fusillé. Il était fusillé, exactement, dans une fosse commune, voilà. Bon. Et pourquoi c'est passionnant, d'après moi, au-delà de l'aspect absolument une forme de sainteté laïque, enfin, c'est un héros au sens absolu du terme, c'est que l'intellectuel qui analyse, tout d'un coup face à un enjeu moral, on revient toujours au même sujet, dit ce n'est plus optimisme, pessimisme, quelle est la probabilité, je dois agir. Je vais pas le faire, mais je te préviens, ok. Si là, je vais pas le faire, mais si dans 10 secondes, je fais une crise cardiaque, je vais pas le faire. Évite. Attends d'être dehors, c'est ça? Merci. Non, mais... Non, bon, je fais une crise cardiaque, là, bon. La probabilité que je survive, elle est nulle. Soit je meurs tout de suite, soit je suis mort dans 6 mois. Bon. Et pourtant, tu vas tout faire, tu vas appeler les pompiers, tu vas tout faire. Ou alors je vais sur Instagram. Non, Netflix. Tu vas tout faire pour me sauver. Ça dit quelque chose de fondamental. C'est que face à l'enjeu moral, c'est l'action qui doit prévaloir, ouais, et pas la réflexion au fait, est-ce qu'on est optimiste, négatif, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, qui est pas, mais enjeu moral veut dire action immédiate. Et pas, on y réfléchit. On fait ce qu'on peut, et puis ça passe pas. On a fait ce qu'on devait faire. Bon. Et si on reprend toujours notre ami Cavaillès, ou notre discussion en mai 41, alors qu'il y avait zéro espoir, juin 44, c'est Omaha Beach. Donc, ce qui veut dire que là où on voyait zéro possibilité, 3 ans plus tard, ce qui est à l'échelle d'un continent, d'une histoire et un claquement de doigts, oui, la situation s'est totalement inversée. Maintenant, la seconde chose qui est plus passionnante, je pense, c'est si on grossit la focale et on se dit, mais quelle est notre situation? Donc on arrête les élections, on dit, en fait, quelle est la situation sociétale? Et là, beaucoup de gens disent, notre situation ressemble aux années 30. Bon. Mais si on creuse un peu ce fil, y a Hannah Arendt et Karl Polanyi qui disent les années 30 et les fascismes des années 30 sont le fruit du néolibéralisme, du libéralisme du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'au 19e siècle, il y a un moment où on va aussi dissoudre le lien social. La plupart des gens vivaient à la campagne, et à la campagne, tout le monde se connaît. C'est pas un monde de gentils, mais tout le monde se connaît, les liens sociaux sont très forts. Tout le monde connaît les histoires de la tante, l'oncle, le grand-père. C'est que du lien social très, très, très fort. À gogo. Ouais. Exactement. Et ça, tout d'un coup, on prend les mêmes personnes, on les met dans des usines, dans les villes. Plus de lien social. Tout d'un coup, les gens se mettent à bouger dans tous les pays. Tu vis dans un pays où tu es pas né. Donc, c'est plus ta langue, c'est plus ton environnement. On invente des tas de technologies qui mettent le lien social à distance. T'as un petit truc noir qui tourne, t'as de la musique. T'as pu aller au bal le week-end ou aller écouter un concert.
tu as des photos. Tu peux voir la personne que tu aimes. Là, devant tes yeux, tu as pu être à 50 cm de son visage. Tu peux entendre quelqu'un. Donc, tous les liens sociaux se distendent sous toutes ces formes. Et la théorie de Karl Polanyi et Hannah Arendt, c'est de dire qu'il y a eu un pushback. Il y a eu une force de rappel où les gens ont dit « Je ne veux pas être cet électron libre détaché du lien social. Je veux rejoindre une structure qui me réenglobe. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Qui me contient. Ouais. Qui me contient, qui m'incruste, que je peux m'incruster, ainsi de suite. » Ce que dit Hannah Arendt, c'est que le nazi, il est tout à fait OK pour se sacrifier pour la cause nazie. Le communiste se sacrifie pour la cause. Donc, tu es prêt à aller contre ton intérêt pour rejoindre un groupe. Évidemment, horrible, mais un groupe. Oui. Bon. Et donc, maintenant, on se transpose un siècle plus tard. On a de nouveau un libéralisme. Ultra néo. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des montées, sans faire de politique, qu'on a des montées de... Il y a des conséquences. Populisme. Oui. Qui sont aussi des appels à du groupe sous toutes ses formes. Et donc là, on voit bien la situation. C'est que d'un côté, on a ce capitalisme qui est un peu autodestructeur. On va dans le mur, machin. Et on a potentiellement une contre-réaction qui est aussi pas bonne. Réactionnaire. Et là arrive peut-être le climat. Ceci, on revient... c'est là où je ne sais pas où tu mets le climat, mais... On y arrive. Le triple salto arrière, mais on y arrive. C'est que si on revient sur notre histoire de perception de la fragilité, de la beauté et du vivant, l'idée, là, c'est de recréer du lien social avec la nature, et ensuite avec la nature, avec les êtres humains. Et on avait une petite différence. Je te disais, moi, je préfère le lien social d'abord et ensuite avec la nature. Moi, je disais, passons par la nature et revenons ensuite au lien humain. Mais à la fin, on peut débattre du chemin, mais c'est recréer du lien social entre les êtres humains sur la première valeur universelle de responsabilité. Et c'est là où ça devient passionnant. C'est que là où les religions créent du lien social, religion, religéré, relié, machin, mais ne pouvaient pas atteindre l'universel parce qu'elles étaient en compétition, là où le capitalisme a atteint l'universel, mais au prix de valeurs un peu destructrices, tout d'un coup, très légèrement, on a la première valeur universelle de responsabilité. Et là, le climat, ça n'est plus la plus grosse menace que tu as bien dite à travers le monde. C'est aussi la plus belle opportunité de réapprendre à vivre ensemble, nous, les 8 milliards de personnes sur Terre. Là où, il y a 3 siècles, on s'est mis en ordre de marche pour inventer une façon de vivre, le capitalisme qu'on a vu au tout début, sans les valeurs morales et ainsi de suite. Donc on a bien engineered, on a bien inventé une façon de vivre tous ensemble. La conclusion du livre, il est peut-être temps de reprendre le travail. Là où on l'avait fait il y a 3 siècles, sur 3 siècles, eh bien, comme c'est jamais arrêté tout ça, il faut toujours recontinuer, réinventer quelque chose qui nous fasse vivre ensemble, et le climat est peut-être cette opportunité. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, moi, ce que j'observe de manière très empirique, c'est que elles sont sympas, ces valeurs morales. Je suis pour, hein. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent sont pour. Et en même temps, ils vont faire leurs courses, je ne sais comment, ils vont commander sur Amazon, ils vont commander un Uber, ils vont... Grégory, mais là, la beauté de la chose, c'est, revenons à notre histoire de guerre de 14-18. Tu crois vraiment que le gamin de 18 ans au Texas qui courait après les vaches, quand on lui a dit, au fait, il faut aller prendre le bateau et libérer la France. Et se retrouver à Verdun. Dans les tranchées. Dans les tranchées. Tu crois que... Et ça, c'est la beauté de l'esprit humain. C'est que oui, il peut s'enfermer dans des bulles. C'est tout le thème du livre. Et en même temps, parce que tu voulais en même temps,
il y a une certaine plasticité. Il aime l'aventure. Non, mais il y a une plasticité, c'est qu'on peut réinventer nos représentations du monde. Et c'est ça ce que j'essaie d'activer dans le dernier chapitre en disant, alors je propose un signal, mais je dis pas que j'ai raison, je dis juste, c'est une piste dont on parle pas si souvent que ça, mais c'est peut-être un discours, c'est peut-être une personne très charismatique et ainsi de suite. Mais on a cette capacité collective de réinventer nos représentations du monde. Là, on est un peu comme le rat, mais c'est possible. Et comment on fait alors ? Regardez la planète. Et puis, alors tu vas me dire, mais on va pas envoyer 8 milliards de personnes dans l'espace ? Non. Non. Mais si tous les matins à l'école... Sinon, il n'y a plus de planète. si tous les matins à l'école, il y avait une minute pour alors, je vais employer un mot mais de communion. Alors, c'est un mot qui semble bizarre, mais est-ce que tu as été voir la flamme olympique au Jardin des Tuileries ? Écoute, non. En fait, en plus, c'est un ami à moi qui a fait le truc. Bon. Mathieu, d'accord. en l'occurrence, Okay. que je connais depuis très longtemps et qui a fait ce truc incroyable, que j'ai reçu sur Volant pour en parler avec lui. Pas de la flamme, mais plutôt à l'époque, enfin si, de la flamme, mais pas ce qu'il a fait au Jardin des Tuileries. Il m'en avait pas parlé parce que c'était un gros secret. Et du coup, j'ai pas été le voir. Mais je sais qu'il y avait une communion. Exactement. Et une communion de quoi ? Moi, j'y étais, et plusieurs fois, j'étais frappé. T'avais des milliers et des milliers de personnes qui venaient voir une flamme s'élever. Qui étaient debout pendant pas mal de temps, qui bougeaient pas, et qui partageaient un moment de beauté. Exactement. Mais tu l'as que les couchers de soleil ? Oui, mais là, tu vois, exactement. Mais là, tout d'un coup, tu avais une expérience de communion devant la beauté. Et donc, tu vois, quand je parlais tout à l'heure de beauté de la planète, c'était un des 3 mécanismes. Et donc, moi, ce que je dis, c'est pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'a pas ces moments où tu vois, on regarde les enfants regardent la planète. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la vie des animaux ? Je raconte aussi dans le livre que citadin, il a fallu que je me retrouve au fin fond de l'Afrique pour découvrir. Moi, j'avais eu un poisson rouge quand j'étais petit. Bon, la vie sociale du poisson rouge, en plus il était tout seul, donc c'était pas une vie sociale. Ouais, exactement. C'est pas bon. En plus, ma voisine a tué le poisson rouge et elle a trop nourri. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert que les lions, les animaux, ont une vie sociale. Moi, j'allais au zoo et je voyais 2 animaux affalés, apathiques. Et là, j'ai découvert la vie de famille des lions. Mais je savais pas qu'il y avait une vie de famille des lions, moi. Ok, peut-être un peu bête, mais je savais pas qu'il y en avait une. Bon, si on nous enseignait comment les plantes communiquent, comment une plante qui est attaquée par un koudou transmet un gaz pour prévenir les autres plantes que le koudou est en train de l'attaquer. Comment on sait ? Parce que le gaz, en vérité, suit le vent. Et donc, toutes les plantes qui sont contre le vent survivent et celles qui sont avec le vent meurent. Bon, oui, mais moi, j'ai fait de la chimie, je fais des maths, j'ai fait de la physique, mais j'ai pas fait la vie du vivant. Et j'aurais eu 2 yeux ronds si on m'avait raconté ça. Comment les plantes émettent des gaz pour faire pleuvoir et activer les nuages. La relation au vivant, tout d'un coup, aurait été beaucoup plus humble et pas dans une logique de contrôle et autres. Donc, on peut changer nos représentations mentales. L'histoire des guerres le montre, positivement ou négativement. Et je pense que tu me posais la question à plusieurs reprises, au fait, je vais faire mes courses, au fait, le parti, au fait, ceci. Cette réflexion sociétale de comment est-ce qu'on change nos valeurs. Je sais que c'est un mot qui est mais j'en ai pas d'autre, qui est connoté. Valeurs et habitudes. Mais valeurs au sens... mais on a tous des valeurs d'amitié, d'amour, c'est ce qui nous constitue. On a essayé de les mettre de côté depuis 3 siècles, mais c'est pas la nature humaine. Et donc réinventer ces valeurs humaines, en vérité, je pense que c'est bon pour toute la société. Ah ben moi je suis convaincu. Hein. Je suis convaincu, mais dans mon quotidien, je crois pas que ce soit une question de valeur. Ou peut-être que si. Hein. Ou peut-être que la fainéantise de mon cerveau... associé à la dimension servicielle de l'économie néolibérale, fait que ça surpasse mes valeurs d'une certaine manière. Oui, mais encore une fois, repense aux gamins du Texas
qui court après ses vaches et à qui on dit, tu sais quoi, tu vas aller te faire tuer. On va pas le dire tout à fait comme ça, on va dire. Au nom de valeurs, et c'est ce que fait le président Wilson, il faut être prêt au sacrifice. Et ils y vont. Donc tu vois, c'est pas... évidemment, puisque c'est le sujet, on fait rien. Mais la question, c'est est-ce que c'est inéluctable? Et avec tous ces exemples, j'essaie de montrer que non. Il y a une plasticité. Mais réfléchir, c'est ça mon grand sujet, c'est réfléchir comment on réactive nos mécanismes les plus profonds humains, ça devrait, d'après moi, être le sujet du climat. Numéro 1. Exactement. Ok. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. T'as vu, je t'ennuie. Hein. C'est moi qui suis plus négatif, alors que je t'ai dit, j'ai envie de redonner envie du futur. Et là, je suis là, genre, oui, mais quand même, Fred, tu peux pas nous dire ça. Mes courses. Mon Uber. Le podcast s'appelle Blanc, donc je veux savoir à quoi tu veux. Ouvrir ou claquer la porte? Ouvrir ou claquer la porte. Ouvrir à l'action. Ouvrir à l'action. T'as pas lieu de fermer, hein, tu peux juste ouvrir si tu veux. Oui, parce que je pense que c'est à la fois parce que ça ferme plein d'autres choses, mais c'est ouvrir à l'action. C'est let's do it. À l'action, associé à nos valeurs. À l'action, et ça passe par les valeurs, mais encore une fois, comme nos héros de la résistance et ainsi de suite, et donc pas et ensuite on verra, mais il faut agir. Parce que c'est un sujet moral, parce qu'il y a une obligation, donc il faut faire. Parfait. Point. Cool. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.